Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 366 et c'est la dernière émission de la saison 8. Pour tous les gens qui nous suivent depuis longtemps, on voulait essayer de proposer quelque chose de nouveau, de faire une analyse sectorielle de la formation pour nous dire un peu comment fonctionne la formation suivant les domaines d'activité qu'on va identifier. Et on a voulu démarrer par le BTP. Et donc pour ça, on a choisi une structure qui est une association nationale paritaire, qui est le 3CA, qui est une belle association, qui est intéressante parce que, de par son histoire et de par sa taille aussi dans le secteur, pour interroger son directeur de la formation et de l'innovation pédagogique, pour qu'il nous dise un peu comment lui il voit les choses. De son point de vue aujourd'hui, et puis surtout demain, comment est-ce qu'il faut préparer les domaines pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine du BTP. Et donc, le directeur de la formation et de l'innovation pédagogique des trois CA, voilà, j'y arrive, c'est Jacques-Olivier Hénon. Jacques-Olivier, bonjour. Bonjour Stéphane, merci de nous accueillir. Merci à toi d'être venu. Jacques-Olivier Hénon, donc directeur de la formation. Pour toi, quels sont les deux, trois gros chantiers sur lesquels la formation dans le BTP va devoir se positionner? Alors pour en citer que deux ou trois, sur les questions de formation, euh, on s'appuie sur une chose qui est hors formation, hors activité pédagogique, mais qui est essentielle, c'est l'évolution des métiers. Euh, Oui, Dans ces périodes de canicule, tout le monde se rend compte tout à coup qu'effectivement, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure sur l'évolution de l'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple. Donc tout ça, ce sont des choses que le 3C ABTP et un organisme euh, autre du BTP qui s'appelle l'OPMQ du BTP se penche. On se penche sur les besoins du secteur du bâtiment et des travaux publics d'ici 5 à 10 ans. À partir de ça, on tire quelques grandes lignes et on s'intéresse du coup, pour répondre à tes questions, à quelques grands chantiers. Euh, Allez, deux grands chantiers. Un, ça concerne l'évolution des modalités de formation, des modalités pédagogiques, hein. Nous sommes lancés vraiment à fond les ballons dans les modalités immersives, dans l'appropriation des modalités immersives pour un tas de raisons, on aura peut-être l'occasion d'en parler, oui, par les centres de formation. L'autre, qui est un autre changement, une autre évolution sociale et sociétale importante, c'est euh, la formation des citoyens de demain. En fait, comment, lorsqu'on devient professionnel, on devient également citoyen de la nation. très bien. Et donc, justement, si on reste un peu dans la prospective, la place des robots, c'est quelque chose que tu dis, il faut le prendre en compte, parce que de plus en plus, il y a des robots qui sont de plus en plus performants. Certains disent que ça sera après l'IA générative, après l'agentique, ça sera la troisième grosse révolution, parce que les robots ont des aptitudes. Tu dis c'est de la science-fiction. À ce jour, c'est un peu de l'anticipation et beaucoup de la science-fiction. Il y a des robots qui existent déjà, qui sont utilisés, hein, dans certains chantiers, pratiquement exclusivement dans les chantiers du neuf. Grosso modo, dans D'accord. ce qui concerne la construction, soit on construit quelque chose de neuf, un bâtiment, une route, une autoroute, un quai, voilà, un magasin, soit on rénove. On rénove un bâtiment, on rénove une voie de circulation, on rénove une voie navigable. Et dans ces chantiers, euh, l'apparition d'outils autonomes, en tout cas plus ou moins autonomes, ça commence à apparaître sur le neuf. C'est beaucoup plus compliqué sur Et la sur le neuf, ils rénovation. font quoi? Alors, on en a quelques-uns. On a des machines de plus en plus autonomes pour, euh, comment dire, assister les conducteurs d'engins de travaux publics. On a des machines de plus en plus autonomes sur la pose de peinture en pistolet basse pression, sur le carrelage, sur des choses comme ça. Mais pour que ça fonctionne, il y a plusieurs conditions. On peut regarder les deux principales. La première, c'est que le chantier en question, il soit numérisé. Le robot, lui, il se repère par rapport à un Bien plan. sûr. Voilà, puis il y a différents autres éléments sur place, mais il faut que le chantier soit numérisé. Et ça, c'est envisageable sur du neuf, beaucoup moins sur de la rénovation. Le deuxième, c'est que le robot, bah, il n'arrive pas tout seul le matin, il ne se recharge pas tout Mm, seul, il mm. ne se paramètre pas tout seul, et surtout, il ne se règle pas tout seul. C'est-à-dire que là, ce sont plutôt des engins ou des machines qui permettent à un individu soit d'être plus
efficaces, soit d'être plus rapides, soit de poser ou de réaliser des actions qu'ils auraient été compliquées de poser sans robot. Il y a une robotisation, c'est sûr, mais à ce jour, elle n'est pas envisagée comme étant, imaginée comme étant quelque chose comment dire, qui limite les besoins en manœuvre. Au contraire, ça permet d'aller plus vite et plus loin. D'accord. Donc, ce qui fait que la grue autonome, par exemple, Mm. c'est pas pour demain. Ah non, non, c'est pas pour Hein. demain. C'est pas pour demain. J'ai eu la chance, il y a pas longtemps, lors d'un voyage personnel, hein, d'aller en Mongolie, et je suis passé par curiosité voir une des plus grandes mines de cuivre au monde. J'y suis allé pour des engins de chantier. Donc il y a des Mm, tombereaux, vous savez, tu sais, ces énormes camions qui sont chargés de minerais. mm, mm. Voilà, un tombereau sur deux et sans pilote. D'accord. Oui, pourquoi? Parce que dans un chantier, là, c'est pas un chantier du BTP, c'est de l'extraction, mais c'est pareil pour les chantiers, l'environnement, il change tout le temps. Mm. Là où on pouvait passer il y a une heure, aujourd'hui, à cette heure-ci, on ne peut plus passer. Demain, il va y avoir un mur. Après-demain, il y aura un escalier. C'est pareil pour les chantiers de travaux publics. Et donc, dans cette mine, il y a des tombereaux, mais qui suivent les tombereaux conduits par les hommes. Et j'ai pu échanger avec quelques personnes qui disaient, bah, non, 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 enfin, les tombereaux autonomes, les engins autonomes, Mm, mm. oui, là, pour le coup, c'est encore de la science-fiction. Et c'est quelque chose qui est partagé aussi par les chantiers du BTP. On est sûr que ça va arriver tranquillement, mais l'environnement change beaucoup. Et comme ça change d'une heure sur l'autre, aujourd'hui, voilà, l'intelligence qui se trouve dans les robots est très largement insuffisante. Mm. Alors, bon, évidemment, mais c'était intéressant d'avoir ton regard dessus. Alors, l'immersivité, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire que parmi la panoplie d'outils et de méthodes qui sont mis en place par les formateurs et formatrices, euh, la formation immersive est une nouvelle modalité Mm, vraiment intéressante. L'immersif, c'est un ensemble de modalités dans lesquelles l'apprenant, apprenti ou personne en formation continue, va pouvoir s'immerger dans un monde ou un environnement qui est souvent soit recréé, réalité virtuelle, soit qui augmente sa réalité personnelle, réalité augmentée. On y met également les métavers, qui sont déjà en place, hein. Il y a des formations en métavers dans le BTP euh, qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. On y met également les simulateurs, bien sûr. mm. On y met le numérique 3D, certains escape games, et puis des logiciels, un qui est présenté aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est dans des journées d'innovation pédagogique sur l'enseignement général, qu'on a appelé Univers BTP. C'est une espèce de casque, de monture dans laquelle on glisse le smartphone sur lequel il y a une application, et qui permet d'apprendre une langue étrangère, le français, l'anglais par exemple, en situation immergée. En fait, on apprend une langue avant tout à l'oral, et pour pratiquer, ben, il faut que on ait une réponse, qu'on ait des moyens de s'exercer et que quelque chose ou quelqu'un puisse corriger, puisse répéter un mot dans un environnement contextualisé. Ça, c'est de l'immersif. Donc, on a une panoplie d'immersifs. On s'est positionné là-dessus parce que on a travaillé il y a maintenant 6 ou 7 ans. Euh, oui, 7 ans, avec un dispositif qui s'appelle Batiscaf pour savoir quel était l'intérêt de l'immersif. Et on en a trouvé un évident, c'est euh, comment dire, l'appropriation plus rapide et plus durable d'un certain nombre de concepts. Et on a trouvé la clé, aujourd'hui qui est partagée par tout le monde, c'est l'émotion, l'immersif. On arrive à rentrer dans des concepts, des appréhensions, de la méthodologie à appréhender de façon plus rapide et plus profonde en jouant sur l'émotion. Alors, la réussite, le Bien vertige, sûr. que sais-je. Voilà. Donc oui, ça Mais marche. ça veut dire, en termes d'investissement, en termes de logistique, tu as acheté des casques, Alors, des ça, logiciels. Donc, Ah oui, alors, donc il y a des casques, effectivement, il y a des solutions, il y a des logiciels, puisque typiquement la réalité augmentée, elle se fait à partir d'un smartphone, d'une tablette, quelque chose comme ça. Euh, mais le sujet, en fait, c'est pas vraiment l'équipement. Le sujet, c'est vraiment l'infrastructure informatique et en fait la stabilisation des formats de fichiers. On l'a tous vécu, on a vu arriver les cassettes VHS, et puis ensuite des CD, puis des DVD. Alors il y avait plusieurs tailles de DVD, des grands, des petits, des moyens, pour arriver au DVD standard. Ensuite, on est passé au Blu-ray. Et puis maintenant, de moins en moins de gens achètent des disques physiques.
Mm. ils achètent des formats numériques Du parce que streaming. voilà, ces formats sont standards. Mm. Euh, pour l'immersif en pédagogie, on est encore aujourd'hui dans cette période où la standardisation n'est pas totalement aboutie. Donc on fait des choix permettant avant tout de proposer des contenus qui vont pouvoir être appropriés, alors effectivement, grâce à du Mm. matériel qu'on cofinance, parce qu'on a la chance de pouvoir avoir mobilisé des fonds là-dessus. Oui, parce que souvent, alors il y a deux freins. Les gens qui disent l'immersivité, tout le monde est d'accord, mais on se dit d'abord il faut du matériel. Donc, un casque, c'est 300 euros dans ces cas-là, et ils changent régulièrement parce qu'ils sont de meilleur en meilleur, que ce soit les Oculus ou quels que soient les supports choisis. Et puis derrière, une fois qu'on a le casque, ben, on n'a rien. Il faut bien mettre du contenu. Et là, il faut créer du contenu, et ça veut dire avoir des équipes. Il n'y a pas quand même beaucoup de choses sur étagère qui correspondent aux attentes de chacun, et donc c'est un investissement qui n'est pas ouvert. Donc ça veut dire que c'est double peine. Tu Alors, dirais ça ou non? alors en fait, c'était le problème auquel on était confronté il y a quelques années. Et on s'est aperçu qu'en abordant le sujet comme ça, on était face à une aporie, c'est-à-dire une situation problématique pour laquelle il n'y a pas de solution. Mm. Et nous nous sommes dit que, en fait, aborder ce sujet-là par la finalité et le projet pédagogique, c'était peut-être plus intéressant. Et ce qu'on a fait, Mm. on a mobilisé des équipes, parce que des CFA dans le BTP, il y en a 1200, et des centres de formation continue, il y en a 8000. Donc Ah oui, c'est ça énorme. commence à faire beaucoup. Mm. Donc on a lancé un appel, on leur a demandé qui souhaite rentrer dans l'appropriation de l'immersif pour pouvoir enseigner, se former, etc. Et on en a eu pas loin de 90 qui se sont mobilisés. Notre chance, c'est qu'on a commencé à monter donc finalité, qualité d'information. Objectif, utiliser l'immersif. Et donc, Mm. mise en place de tactiques. Ah bah tiens, on va Mm. utiliser ceci, on va construire ceci, cela. Et alors, on avait prévu de faire ça sur pas loin de 10 ans. Le hasard, comme quoi parfois c'est assez exceptionnel, a fait qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir qui a été lancé par l'État, piloté par le secrétaire général à l'investissement. Et donc, nous, en fait, on a du coup finalisé notre projet. On l'a déposé, il y en a quand même pour 15 millions d'euros, hein, et on a été accepté. Mm. On a été accepté. Donc, sur ces 15 millions, 11 millions d'euros est financé par l'État, 4 millions par les fonds propres du 3CA BTP. C'est un bras, hein, enfin, je veux dire, c'est un Bien sûr. investissement conséquent. Euh, Finalement, 61 Parce que tu établissements. reprends aussi toute la chaîne de valeur. Ah oui, C'est ça qui est génial. C'est-à-dire absolument, que c'est ça. tu Ouais. internes. Du coup, il y a tout. On Ouais. conçoit des plateformes, des contenus, des ressources, des modalités nouvelles, on les met à disposition. Et dans ce projet, on peut cofinancer également des équipements. Donc là, on a 61 établissements. Alors, juste à titre d'information, pour ceux qui seraient des petites structures, en se disant 15 millions, c'est même dans mes rêves les plus profonds, j'en aurais pas. D'abord, là, c'est une grosse structure, mais il y a beaucoup de petites aides qui peuvent ponctuellement, et il y a des associations possibles qui sont à gérer. Je ne sais pas si tu connais France Immersive Learning. Bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, bah, je vous invite tous à. Donc, vous avez une émission avec son président, puis avec les vice-présidents, mais d'aller voir un peu ce qu'ils font et ils permettent de faire des associations. Pour ceux qui sont plus petits, qui se disent j'aimerais bien tenter l'aventure, bah, ça permet de la tenter à plusieurs avec des gens qui sont expérimentés. Oui, oui. C'est, Pardon, excuse-moi. non, je Et alors, comprends. les usages, les gens se disent c'est mieux, ou c'est comme d'hab. Alors, ça, c'est tout l'enjeu. C'est de positionner l'immersif comme étant une modalité euh, utilisable dans certaines situations et pas d'autres. Par exemple, l'immersif, c'est du présentiel. Oui, d'accord. À quelques exceptions près où les jeunes ou les moins jeunes peuvent l'utiliser à distance, on ne va pas rentrer dans les thèmes, mais quelques cas, bah tiens, Univers pratique de la langue, les jeunes, ils le font également quand ils sont en temps libre. Voilà. Mm. Mais c'est exceptionnel. Sinon, c'est une modalité qui est utilisée par les formateurs et formatrices en situation d'enseignement ou de formation. Cela veut dire que ce sont des gens qui mettent en place des pédagogies différenciées. Ils sont en mesure, dans leur groupe, de pouvoir affecter certains jeunes à certaines tâches et d'autres, soit parce qu'ils ont déjà terminé, soit ils savent déjà le faire, soit au contraire ils sont en difficulté, de faire de la pédagogie différenciée. Et donc d'avoir dans leur salle, dans leur atelier, le matériel qu'il faut pour Mm. utiliser notamment la modalité immersive. Et, euh, et ça fonctionne, donc 61 sont avec nous, tous les contenus seront, on construit quand même 700 ressources immersives, seront produites d'ici la fin de l'année civile, hein,
Et du coup, on en a 70, non 80, puisqu'ils sont 140, 80 qui ont suivi. Et parce que nous, tout ce qui est produit, c'est mis à disposition de tout le monde, gracieusement, Mm. c'est financé, Ouais. donc tout le monde y a accès. Donc 80 ont suivi, donc on est à peu près à 140 établissements, des CFA pour le coup, qui sont entrés là-dedans. Mais bon, sur 1200, on est loin du compte, hein. Donc ces Bien sûr. ressources-là commencent à être toutes disponibles à son. Et si tu dirais les retours d'expérience, au départ, j'imagine, il y a l'effet waouh. Mais après, est-ce que les gens disent ça a changé des choses? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience en disant il y a peut-être Ouais, des idées intéressantes ou des choses comme ça? oui, 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 je trouve ça fabuleux parce que les formateurs et formatrices sont comme les apprentis. On leur donne Oui, un truc pour exactement. faire quelque chose, ils Mm. s'en emparent et ils en font autre chose. Et ça, c'est Mm. oui, oui, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. D'ailleurs, ils prennent des morceaux de modules, des morceaux d'environnement. Ils nous ont poussé aussi, par exemple, à créer une bibliothèque d'assets. La réalité immersive font que dans une pièce, j'ai besoin de mettre, je sais pas, une table, une chaise, une télévision, une fenêtre. Tout ça, en fait, on l'a déjà fait coder. Donc, en fait, on a créé une bibliothèque d'assets pour que, à D'accord. terme, et à terme, c'est bientôt, c'est dans un an, hein, Mm. on puisse créer son propre environnement en associant les assets comme un puzzle. Et ça, en fait, c'est la pratique. Ouais, c'est Euh, génial ça. ouais, ouais, ouais. C'est- Il faut toujours se remettre en question, hein. Notamment, on avait mis en place les ressources à disposition par une certaine voie. Enfin bref, il fallait les télécharger. On est allé observer les formateurs et formatrices. C'était pas pratique. Et donc, Mm. on a créé une plateforme qui s'appelle Immersive BTP, euh, qui, euh, qui est en fait une espèce de streaming de l'immersif. C'est-à-dire que vraiment en moins d'une minute, un formateur ou une formatrice peut prendre un module et l'affecter à un ou deux jeunes immédiatement. Et ça, c'est absolument essentiel parce que il y a les autres qui sont parfois sur des machines dangereuses, qui sont parfois en train Mm. de faire autre chose. Et donc, il faut que cette modalité soit simple à utiliser. Et c'est là où je crois qu'il faut toujours rester très humble et très vigilant à l'usage qui est fait de ce qu'on conçoit. Il faut le Bien concevoir sûr. avec le terrain, sinon c'est mort, quoi. Ouais, Non. exactement. C'est ça qui est génial dans ce que tu as fait. Et est-ce qu'il y a des résistances au changement, des gens qui disent pas de ça chez Oui. moi? Ah oui, bien sûr. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein. L'archétype, c'est formateur ou formatrice d'enseignement professionnel qui nous dit ah ouais, enfin bon, moi quand même j'ai déjà pas assez de temps pour leur apprendre ceci ou cela, je vais pas en plus faire de la réalité virtuelle. Donc on lui dit bah, oui, bien sûr. Et puis en fait, on arrive tranquillement à lui montrer que l'immersif, ça lui réduit pas son temps. Au contraire, ça lui augmente. Parce que l'intérêt de l'immersif, c'est qu'on se trompe, on se trompe, on se trompe, mais on casse rien. Mm. Voilà, j'ai soudé, j'ai bousillé voilà, les morceaux d'acier, etc. Ah bah tiens, j'ai gâché du plâtre, j'arrive pas à peindre, ou bien, ou alors les engins de chantier, j'ai cassé deux boîtes de transfert à 25 000 € la boîte, voilà, Mm. je suis rentré avec ma grue dans, dans le chargeur, il y en a pour 15 000 € de dégâts. Tout ça, ça n'arrive plus. Parce qu'en Mm. fait, la réalité immersive permet d'entrer et de s'approprier des méthodes sans avoir à recommencer euh, le travail, permettant d'affiner le geste qui n'est pas acquis. Et du coup, quand Mm. on a, je sais pas moi, 30 heures pour aborder quelque chose et qu'on n'a pas de réalité virtuelle, et bien en fait, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Sur ces 30 heures, on en passe deux à approcher le geste ou à approcher la méthodologie, et on en a 28 pour affiner. Ce qui Mm. fait que les réfractaires, je pense qu'on en aura toujours, mais les gens qui avaient été réfractaires, surtout parce que ils pensaient que l'immersif allait remplacer le geste, alors que non. L'immersif permet au contraire de libérer du temps pour affiner le geste. Mm. Et ça, c'est assez bluffant. Et c'est là où ce que tu disais, partir du terrain, d'écouter, de tenir compte de leurs remarques, de les mettre dans le projet finalement, bah, finalement, ça fait toute la différence pour l'acceptation de nouvelles technologies. Oui, 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 oui. Et puis on a eu des cas, bah, il marche pas votre truc, c'est toujours en panne. Ah bon, c'est étonnant. Bah, Mm. oui, parce que quand on est dans, je sais pas, dans un atelier de maçonnerie, bah, il fait froid, parfois c'est humide, parfois c'est ouvert, il y a du vent, etc. Donc le matériel informatique, il n'est pas bien le choc. Donc on a travaillé avec les fabricants qui nous ont conçu du matériel qui résiste aux conditions euh, voilà, d'un atelier de maçonnerie, par exemple. Mm. Oui, donc il faut prendre ça en compte aussi. Et dans l'immersivité, la prochaine étape d'innovation, c'est quoi? Alors, la prochaine étape, c'est la généralisation.
amener. La cible, c'est pas 1250. Je pense que quand on aura 700 en centre de formation d'apprentis dans la démarche, la bascule sera faite. Donc l'objectif, c'est de passer de 140 à 700. La prochaine innovation, on est dessus, c'est de la, on n'a pas de mots, c'est une espèce de réalité augmentée, mais tactile, couplée à l'intelligence artificielle. Ça paraît Avec bizarre. le retour haptique. Le retour haptique, c'est pas au point, et surtout, à ce jour, comment dire, ça n'abonde pas le geste technique. On a du retour haptique, par exemple, sur la peinture au pistolet, puisqu'en fait, ce qu'on a conçu, c'est avec un vrai pistolet de peinture. Donc, il y a les ressorts, les D'accord. trucs, les machins, le poids, voilà, ça, on l'a. Euh, Aujourd'hui, les combinaisons haptiques, les gants haptiques sont pas, ça permet pas la palpation, en fait. Et ce dont on se rend compte, c'est que, en tout cas dans le BTP, ce qui est important, c'est la palpation, sentir la matière. Et, or, en fait, les gants n'arrivent pas à, en tout cas, c'est pas prévu hein, qu'ils soient capables de faire ça. Non, ce dont je parle, c'est allez, une situation qui va vous paraître toute bête, mais la techno, on est en train de la développer. Je suis face à un atelier, je sais pas, une table, j'ai des lunettes réalité augmentée, je me saisis de certains objets et la façon dont je m'en saisis, dont je les prends, l'IA qui est dans l'application m'aide, à reconnaître telle ou telle matière. Alors, je sais pas, on est sur de la brique, du parpaing, ou ceci, ou bien, ah tiens, du hêtre, du bois, du noyer, voilà. Et en plus, m'apporte en réalité augmentée les spécifications techniques du produit. Et ça, c'est assez génial parce qu'on a fait des tests, hein, ça commence à fonctionner, c'est avec un prestataire incroyablement engagé. Et ça permet, en fait, là encore une fois, d'aborder la discrimination, la reconnaissance, alors évidemment des outils, des types de matériaux, etc., mais également d'y associer visuellement et immédiatement toutes les caractéristiques techniques. Il y a du bois qu'on utilise pour ceci, mais pas pour cela. Il y a des systèmes de fixation, vis, boulons, écrous qu'on peut utiliser dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et ça, en fait, quand on est avec des apprentis notamment, ou des personnes en conversion, il faut à la fois réussir à identifier l'objet, identifier son usage, identifier ses limites. Et là, en fait, c'est un seul geste qui amène l'intégralité de la chose. Et ça, c'est l'avenir. Ouais. Ouais. Et donc, Ah, tu voilà. travailles avec toute une équipe de start-up où tu intègres énormément. Ah oui, oui, oui. Les centres de formation, en fait, ont des idées. Il faut les laisser là-dedans parce que c'est des gens qui ont les bénéficiaires devant eux, hein, les apprenants, mais ce n'est pas des codeurs. Et donc, en Ouais. fait, on travaille avec des entreprises. Alors, certaines sont des startups, d'autres sont installées depuis 15 ans, hein, voire plus. On travaille avec des gens suffisamment ouverts pour réussir à trouver des solutions, parfois informatiques, parfois construire des objets qui répondent aux souhaits pédagogiques des formateurs et formatrices. Et alors, ils ont une imagination de fou. Et alors, cet outil-là, c'est un outil que tu penses qui pourrait se vendre en dehors de la France, qui devienne un peu une référence dans le BTP, dans le monde. Alors, c'est vraiment intéressant cette question-là parce que on a eu cette discussion avec l'entreprise en question, mais on l'a eu il n'y a pas longtemps avec Microsoft qui nous avait Ouais. repéré. Oui, c'est étonnant. Hein. On a Mm. l'impression de faire son truc dans son Bien sûr. coin, et puis d'un coup, on voit Mm, Microsoft mm. arriver. Ah ouais, Et en j'imagine. fait, bah oui, et donc les entreprises, en fait, elles ont un modèle économique. Mm. Et le modèle économique, c'est bah, la commercialisation de ce qu'elles produisent, c'est normal, sinon elles ferment boutique. Et donc, quand on est, nous, en apport, comment dire, d'idées, d'innovation, mais qu'on n'a pas la compétence technique pour le réaliser, ce qu'on fait, c'est que avec telle ou telle entreprise, on conçoit une solution qui, du coup, est soit accessible, financée par le 3CA BTP pour les centres de formation du BTP, soit accessible à un prix considérablement inférieur pour les centres de formation du BTP, mais il faut laisser l'entreprise commercialiser à son vrai prix la solution pour les autres secteurs. Ah ouais, ouais. Parce que sinon, en fait, on tourne très vite en rond et on se Mm. prive de ce que peuvent développer les autres secteurs professionnels et de toutes les bonnes idées qui peuvent arriver ailleurs, en fait.
Exactement. Ça permet de faire la première marche qui est significative pour pouvoir trouver ses marques, trouver un produit Exactement. qui tienne la route. Et Mm. après, ben, l'entreprise fait son travail d'entrepreneur. Et donc, c'est très bien Ouais, ouais, comme écosystème. ouais. Et donc là, Microsoft, ils ont dit, bon, vous êtes gentil, mais non. Donc, Voilà. Mais ils sont venus voir, ce qui est mais déjà ils pas sont mal. venus voir, oui, parce qu'en fait, c'était, alors c'est pour un autre, ça aussi c'était de l'IA, c'est un outil de positionnement à l'entrée de formation qu'on est en train de concevoir. Et en fait, ça suppose que les programmes de formation et de certification soient conçus d'une certaine façon, ce qui est le cas dans le BTP, mais qui n'est pas du tout le cas dans les autres secteurs. Et du coup, Microsoft a trouvé ça vraiment intéressant. On était content parce que ça a aussi validé notre idée, mais n'est pas venu avec nous parce que eux, ils ne pourront trouver leur équilibre économique qu'en commercialisant la solution, tout secteur d'activité Bien sûr. et à peu près tout pays d'Europe, au moins. Or, en fait, là, pour le coup, pour eux, le marché est trop petit. Donc, bon, c'est pas grave, on le développe nous-mêmes. Donc, tu disais que le deuxième chantier, c'était un chantier sur rendre les apprenants citoyens. Alors, Qu'est-ce que tu mets oui, derrière les mots? ah, Parce que, c'est intéressant, hein. Alors, les apprenants citoyens. En fait, euh, un apprenti, quand on le forme à devenir professionnel. Et on est, quand on est CFA, également délégataire d'une mission qui est de les amener à un niveau de culture, de connaissance et de compétences, le socle de l'État français. Ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que nous nous déterminons les uns les autres, non pas en fonction de notre individu, mais en fonction du rôle social qu'on occupe. Exemple, qu'est-ce que tu fais Stéphane dans la vie? Tu réponds, je suis de la formation. ben voilà, voilà. Mm, Tu dis pas, je collectionne des timbres, je suis mm, amoureux de ma femme, mm, je fais de la pêche le week-end. Tu vois, tu mm, te mm, détermines par rapport au rôle social que tu as. bien sûr. Les ados, ils n'ont pas encore vraiment de rôle social, ils se déterminent, grosso modo, par leur appartenance à un groupe. Assez Mm, souvent, ces temps-ci, par les réseaux sociaux. Juste avant, ils se déterminaient avant tout par la musique qu'ils écoutaient, etc. etc. Et en fait, quand on devient professionnel, on trouve sa place dans la société. Et ça, c'est une chose que les centres de formation ont besoin de conscientiser parce qu'ils ont besoin de se l'approprier. Pourquoi ils ont besoin de se l'approprier? Pour deux raisons. D'abord parce que les entreprises ne souhaitent plus des personnes compétentes, mais ils souhaitent des salariés investis. Voilà. oui, absolument. Mm. Dans leur entreprise, dans leur territoire, dans le développement, ceci, cela. Et par ailleurs, un centre de formation, c'est aussi un outil de développement du territoire. Et qui pilote le développement du territoire? Eh bien, ce sont les collectivités locales, municipalités, syndicats de communes, départements, régions, États. Aujourd'hui, un centre de formation ne peut plus se contenter de produire des diplômés. Il doit Mm. produire des gens qui sont acteurs du territoire. Or, en fait, dans la formation professionnelle, on produit, on construit de façon presque inconsciente les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est un sujet important euh, comment dire, à pousser, parce que tant qu'on le fait de façon inconsciente, mais qu'on le fait, tout va bien. Mm. Quand on commence à se focaliser, c'est le cas pour certains, pour un tas de raisons, tel CFA, tel centre de formation continue, à se focaliser uniquement sur le produit fini qui serait uniquement le diplômé et le certifié, on passe à côté à la fois de ce qu'attendent les jeunes, trouver de la place dans la société, Bien sûr. de ce qu'attendent les entreprises, avoir des salariés actifs, acteurs, qui veulent avoir une carrière professionnelle par exemple, et ce qu'attend le territoire, c'est-à-dire des gens qui vivent sur place, qui s'investissent, voilà, qui vivent leur vie sur un territoire, qui fondent une famille, qui s'investissent Bien pourquoi sûr. pas dans la vie locale. Est-ce que tu dirais que ça a à voir avec la fierté du métier? Alors c'est... j'avais pas vu comme ça, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Alors moi, je ne parle que du BTP, mais je pense que c'est vrai Bien sûr. dans plein d'autres métiers, hein, mais Mais dans le BTP, il y a une belle culture des métiers. oui, et quand on regarde ça, en fait, c'est aussi beaucoup une culture de ce qu'on laisse après soi. Euh, Ouais. Quand tu discutes avec un couvreur, euh, il faut le faire d'ailleurs, parce qu'ils se révèlent, c'est souvent des taiseux, les gens du BTP. Et quand tu Mhm. commences à discuter de tel ou tel bâtiment, tu passes devant, tiens, le route, la rocade qui va là-bas, tiens, le viaduc, tiens, ceci, Mhm. cela,
ils se mettent à parler, mais alors, ils y expliquent, ah bah oui, alors là-bas, la couverture, c'est moi qui l'ai fait, là, tu vois, et puis le garde-corps, c'est moi qui l'ai posé, et puis t'as vu le viaduc là-bas, bah, si tu regardes Mm. bien, c'est comme si, c'est comme ça, et il fallait que ce soit comme ça, et en fait, ils se projettent Mm. dans ce qu'ils laissent dans l'histoire. J'ai tout le respect du monde pour la coiffure, mais c'est quelque Mm. chose qui est très esthétique, hein, très lié au beau, à Mm. la mode, Bien sûr. mais très peu durable. Parce qu'en fait, quand Mm. on va chez le coiffeur, grosso modo, 6 8 semaines au plus tard après, il faut y retourner. Mm. Quand on est dans les métiers comme ceux du BTP, puis d'autres, hein, on Mm. laisse son empreinte. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la profession, pour les acteurs du BTP. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans ce que tu dis. La fierté professionnelle, c'est la fierté d'avoir laissé sa part dans quelque chose qui Mm. existe. Et Ouais. cette dimension symbolique est intéressante parce qu'on la retrouve de façon très concrète avec à la fois des formateurs qui illuminent, parce que l'idée c'est de donner du sens. Et quand on leur dit, bah, là, il y a un sens, tu fais quelque chose qui dépasse ta vie et qui est utile aux gens, et que les gens vont pouvoir sans savoir que c'est toi, c'est des constructeurs de cathédrales. Oui. Je me lance, etc. Et donc, il y a toute l'ancienneté de ces métiers-là qui se réinvite. Et donc, dans ces cas-là, même si c'est très modeste la part que chacun attribue, bah, ils se disent, j'ai donné une contribution. Et donc, il y a de quoi être fier. Et si la société leur donne ça, bah, ça leur donne un sens à une vie. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Tout à l'heure, là, j'ai animé une conférence sur les formes de l'intelligence Mm. et la nécessaire prise en compte pour la société de toutes les formes d'intelligence. Et ça, c'est particulièrement vrai pour à peu près tous les métiers, quoi. Mm. Euh, la fierté professionnelle, il n'y a pas de raison qu'on soit moins fier d'avoir réalisé une mosaïque pour un client que fier d'avoir réussi une opération chirurgicale compliquée. Alors bien sûr, on a sauvé des vies, bien sûr, il y a un impact, voilà, mais le geste technique, il est... Et comment tu fais pour rendre cette fierté aux apprenants? Ah, alors on utilise tout un tas de trucs et astuces, hein. Et là, Ouais, pour très le bien. coup, ah oui, oui, pour le coup, le numérique et les solutions numériques, c'est assez top. En ce moment, se développe par exemple, je ne sais pas si tu connais le concept, Stéphane, mais il y a des gens qui font des podcasts. Je sais pas J'ai si entendu parler. c'est pareil, hein. Eh bien, Une voilà, légende urbaine. une légende, voilà. Eh bien, en fait, on a de plus en plus de centres de formation qui se mettent à réaliser des podcasts avec leurs apprentis. Ça, c'est très chouette. Et c'est chouette parce que Mm. des jeunes, garçons, filles, euh, à qui on a réussi à, pour qui on a réussi, ou qu'on a réussi à persuader de leur médiocrité à exposer des idées, se retrouvent à expliquer ceci, cela, et s'entendent euh, le dire, l'expliquer. C'est partagé assez souvent sur le réseau du centre de formation, hein, parfois sur la petite radio qui anime telle ou telle association. Euh, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont des choses à dire et des choses à partager. Et du coup, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont quand même assez consommateurs des réseaux sociaux, c'est plus une fiction, c'est plus réservé à d'autres en fait. Ce sont des choses qu'ils peuvent faire. Et quand on tire le fil, on se rend compte que finalement, on est dans une culture qui est beaucoup qui, qui bascule vers une culture de l'oral et moins de la transcription écrite. Et du coup, Mm. on a des formateurs qui se disent, mais en fait, le retour d'alternance, quand j'ai besoin de demander aux jeunes ce qu'il a fait en entreprise pour savoir voilà, s'il a bien compris ceci, cela, s'il n'y a pas des choses à anticiper, ben, finalement, si j'ai un retour oral, Mm. enregistré, c'est tout aussi bien. Encore faut-il, bien sûr, que ce retour oral soit structuré, compréhensible par d'autres. Bien sûr. Et du coup, on se retrouve à faire et de la production audio et de l'enseignement général, hein, locution, construction Mm. grammaticale, clarté cognitive, et de l'enseignement professionnel, et de construire des jeunes qui s'intègrent dans une activité qui devient éminemment sociale. Et, euh, et ça, c'est bluffant. Alors, nous, ce sont des choses qu'on regarde faire. Et pour le geste, avec, tu fais un peu de vidéo, c'est-à-dire tu leur dis filmez-vous sur ce que vous faites. Oui, on n'a pas eu besoin de leur dire ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Ah génial. oui, 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 oui. On a créé un outil qui permet justement de suivre la montée en compétences en entreprise. Euh, et en fait, on n'avait pas prévu que les jeunes prennent des photos, des vidéos, puis les mettent dans l'outil.
Et c'était pas prévu. C'est juste Mm, qu'ils se sont rendu compte que c'était mm, possible. mm, mm. Et en fait, bon, bah, du coup, on a acheté un peu plus d'hébergement parce que là, pour le coup, les Bah oui, photos forcément. vidéo, c'est un peu lourd, hein. Et oui, ils l'ont fait tout seul, ça, les Mais c'est apprentis. génial en termes d'outils parce qu'en fait, c'est des learner generative content, donc c'est des apprenants qui apportent leur propre contenu. Et Ouais. derrière, après, on peut en faire quelque chose pédagogiquement. Voilà. On l'exploite, on l'exploite. Donc, qu'est-ce que vous en faites, vous? Ah bah, alors au 3CA, nous, on met tout en place pour que, alors on forme les formateurs, les formatrices, etc., etc. On fournit des plateformes pour ça. Ce qu'en font les pédagogues dans les CFA, c'est l'exploitation de, euh, de gestes ou de situations pour rentrer dans une approche réflexive. Alors ça, c'est peut-être un peu conceptuel pour certains, mais c'est la réalité de la formation en alternance, ou par l'alternance. C'est que, en fait, le premier rôle d'un formateur ou d'une formatrice, c'est pas de faire progresser le jeune dans son domaine professionnel, ou dans son domaine, je sais pas, de sciences, de techno, je sais Mm, pas. En fait, son premier boulot, c'est d'apprendre aux jeunes à apprendre. Parce qu'il est une semaine en CFA, 3 semaines en entreprise. Et donc, le lieu où il va apprendre le plus, c'est l'entreprise. mm, Il y a un maître d'apprentissage, c'est vrai, mais là, le formateur, bon, il va le voir de temps en temps en entreprise, mais il n'est pas là, quoi. Et mm. donc, en fait, euh, il doit apprendre aux jeunes à apprendre en situation de travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche réflexive. Pour accompagner cette approche réflexive, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est dans une situation professionnelle où on est en train d'apprendre des choses, il y a un certain nombre de méthodes, d'outils et techniques, et parmi les outils, mais la vidéo, c'est presque exactement ce qu'il faut. Mm. Parce que c'est la base, et ça permet, quand on vient au CFA, de décortiquer les choses, d'expliquer, et surtout de permettre au jeune qui a posté la vidéo ou la photo d'expliciter ce qu'il était en train de faire. Et à De se partir du mettre à moment où dire. il est en mesure d'expliciter, il a conceptualisé Mm. et le travail est fait. Et c'est génial parce que ça capte l'attention des autres qui, de pair à pair, se disent ben, comment est-ce quelle est la situation qu'ils rencontrent, comment ça fonctionne. Et donc, ça, la fameuse pédagogie. Ouais. Donc, c'est vraiment un très, très bel outil de conscientisation collective à Mm. partir de mise en situation singulière. Et là aussi, enfin, on parlait de la construction d'un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a Mm. une part active dans la vie collective, dans la vie de la cité. Et à partir du moment où ils sont non pas auditeurs de leur formation, mais acteurs au sens que tu dis, euh, de pédagogie, de ce que j'ai bien quelque chose, des choses à apprendre, mais j'ai aussi des choses à apporter, ils se rendent en fait acteurs d'un processus strictement identique à celui de la construction citoyenne. Je suis Mm. citoyen de l'État français, puisqu'on est en France, je bénéficie un certain nombre de droits, etc., dont je suis voté, voilà, un certain nombre de protections, mais en même temps, j'ai un rôle à y jouer. Et Donc, ça veut dire que tu as aussi une dimension, on dit sociétale aujourd'hui. sociétale, oui, oui, Mm. vraiment. Oui, D'accord. vraiment, c'est ça. C'est je suis acteur de ma société et en fait, je dois être en mesure de m'impliquer dans cette société. Comment je fais pour m'y impliquer? En fait, il faut simplement que on me fasse confiance et que le centre de formation valorise ces éléments-là. On a une multitude d'exemples. Par exemple, on a un logiciel qu'on a conçu également qui s'appelle AVA, Accompagnement de la vie des apprentis. D'accord. Et dans AVA, on a laissé aux jeunes la possibilité d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il remonte des choses mais merveilleuses, merveilleuses. Enfin, moi, quand je croise des gens qui disent ah les jeunes ils sont comme ci comme ça, on voit Mm. pas les mêmes, hein. Le Exactement. nombre de jeunes qui s'investissent, qui passent dans les EHPAD, qui passent rendre service aux uns aux autres, qui trient, qui sont au service de la collectivité, qui animent des clubs, ils sont légion. Ils sont légion. Mm. Et si on ne rend pas on ne donne pas la possibilité de rendre ça visible, Mm. c'est invisible, c'est pas valorisé, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont acteurs citoyens. Mm. Dès qu'on rend ça visible, ils sont acteurs citoyens. Et ça, Exactement. c'est Et c'est un très bel exemple par rapport aux entreprises qui essayent d'être à mission, qui souvent partent par le haut en disant voilà les missions qu'on veut porter, mais qui finalement ne sont jamais incarnées, qui sont plus un travail pour les consultants. Quand on part de la base, on s'aperçoit et qu'on l'encadre et donc qu'on pilote, dans ces ouais. cas-là, on s'aperçoit que c'est magique. Tu as raison. Ouais, ah oui, vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Et puis alors, il y a toute la chaîne, l'animation socio-éducative, les formateurs, formatrices qui sont là. Est-ce que vous gardez le contact avec les gens que vous avez formés? En fait, je sais pas, une communauté des Oui, anciens ou des choses comme ça?
Oui, oui, alors là, encore une fois, au 3CA, nous, on est, notre levier d'action, ce sont les centres de formation, mais on a Depuis combien lancé. de temps ça existe, le 3CA? Ah, on est une vieille dame, on a été créé en 1942. Très bien. Donc ça date, hein. Mm, Oui, mm. ça date. Donc il y a Donc, des anciens. Ouais, absolument. ah oui, il y a des anciens. Et donc, Mm. oui, on a lancé un programme, alors on est dans l'air du temps, qu'on a appelé le programme des alumni. Ouais. On a lancé, donc, 3CA, on a également des appels à projets d'une part, donc là, les centres de formation déposent leurs projets, et des appels à candidature, là, on a un dispositif, on leur propose de s'en emparer. Et dans les appels à candidature, il y a le programme Alumni, qui permet aux centres de formation, essentiellement les CFA, de constituer un réseau d'anciens. Parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a bon nombre de CFA qui n'animent pas ce réseau, Oui, le réseau d'anciens. absolument. Et ça a très très bien marché, ça continue de se déployer. Donc, ça veut dire quoi pour ceux qui aimeraient bien reproduire l'expérience? Un réseau, vous faites quoi? Vous réunissez régulièrement? Vous avez un- Absolument. Il y a un outil, il y a une petite application. Le principe, c'est qu'un réseau d'anciens doit être euh, personnifié par un ancien, donc un ancien apprenti. Mais par contre, les anciens apprentis, ce sont des nouveaux professionnels et ils n'ont pas le temps. Ils travaillent, ils ont fondé une famille, ils s'occupent des enfants, etc., etc., etc. Donc, ils n'ont pas le temps. Donc, le centre de formation doit personnifier le réseau des anciens, mais il doit le faire, en tout cas, il doit supporter l'organisation administrative de la chose. Si on demande aux anciens de s'en occuper, mais voilà, il y en a un ou deux qui va s'investir, 1 an, 2 ans, puis ensuite, quand la personne n'a plus le temps de s'y investir, ça disparaît. Et donc, c'est un des rôles des, des Parce que CFA. ça permet de construire une vraie tribu professionnelle qui, Ah en oui, termes d'intégration, c'est extraordinaire d'avoir les anciens. Et quand on interroge les anciens, c'est magique parce qu'ils sont très fiers de leur parcours et de l'école. Simplement, il faut les interroger, là où tu as raison. oui. Faut- faut- Et puis ça reboucle sur le tout début de notre entretien. Les anciens, ils sont en mesure de dire, ah, tu sais, peintre en bâtiment, dans le temps c'était brosse et rouleau, aujourd'hui on a de plus en plus un pistolet basse pression. Ah bah tiens, tu sais, voilà la menuiserie, aujourd'hui les machines elles sont comme ci, comme ça. Ah bah tiens, la maçonnerie à papa, ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui on est plutôt sur, je sais pas moi, des murs composites, du coulage béton. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que pour réaliser une veille sur l'évolution des métiers, donc adapter les formations, il y a là un vivier qui est sous la main, qui est tous ceux qui sont passés par le CFA et qui sont fiers d'y être passés. Est-ce qu'il y a un problème de recrutement dans le BTP? Alors, dans la presse, on explique que oui. Dans l'avenir, on explique que oui. Et c'est vrai que on continue d'avoir moins de candidats que de contrats à pourvoir. C'est vrai. D'accord. Simplement, 2017, septembre 2018, juste avant la loi Avderco, 60 000 apprentis dans le BTP, 8 000 contrats non couverts. Donc, Donc, c'est une vraie opportunité pour ceux qui veulent avoir une carrière. voilà. Aujourd'hui, 106 000 apprentis. On est passé de 60 000 à 106 000. Voilà. Moins de 3 000 contrats non couverts. Donc, ça veut dire que on a fait plus 44 000 apprentis, donc des jeunes qui ont trouvé des contrats, et on n'en a plus que, allez, 3 000 non couverts. Donc, on continue d'avoir des problèmes de recrutement, mais ils sont considérablement plus faibles qu'il y a quelques années. C'est vrai. Donc, il y a une belle dynamique. Oui. Un dernier point assez rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'inclusion, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés de l'emploi et qui se disent à la limite le BTP, c'est une façon de re-rentrer dans le social. Est-ce que tu dis que c'est un mythe ou une réalité? Alors, en fait, c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à mesurer. La réalité, c'est que on a. Donc, je vais reprendre les chiffres, c'est assez facile à comprendre. On a 104 000 à 106 000 apprentis, 94 000 en voie scolaire, en formation initiale. Donc, 200 000 par an. Sur ces 200 000 en formation, il y en a à peu près les 40 000 qui rentrent dans le BTP tous les ans. Mais dans un secteur où il y a 2 100 000 salariés. Professionnels, 1 700 000 salariés, et le reste, entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Donc, 2 100 000 professionnels et 40 000 qui rentrent tous les ans.
Pour autant, les 2 100 000, on les a tout le temps. Cela veut dire qu'il y a énormément d'entrées tout au long de la vie. Et ça, on a beaucoup de mal à le mesurer. On travaille étroitement avec les agences de transition professionnelle, les AT-Pro, pour justement essayer de mesurer comment ça marche, pousser des dispositifs. Hein. Il suffit de se rendre dans un AT-Pro pour se rendre compte à quel point c'est très bien encadré pour pouvoir changer de métier au cours de sa vie, et notamment, bien sûr, entrer dans le BTP, mais pas que. Quoi. Donc, il y a des gens qui sortent du secteur, et en fait, il y en a à peu près autant qui rentrent. Mais simplement, on n'arrive pas à les mesurer. Donc, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, mais qui ne concerne pas que le BTP, qui concerne les pros. C'est tout l'intérêt des observatoires aussi, c'est de se dire, il faut essayer de trouver un peu de quantifier pour avoir quelques outils pour soulever des problématiques. En tout cas, c'était passionnant. Euh, Oui. Jacques-Olivier, c'était vraiment passionnant. J'ai trouvé, donc, alors moi j'ai trouvé que c'était passionnant. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on reproduira l'expérience si ça vous a plu. En tout cas, si on est intéressé par ce que tu as dit, on aimerait bien aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut faire pour te suivre ou pour suivre le 3C1 BTP? On a notre tout nouveau site internet qui a été mis Ah, très bien. normalement en ligne ce matin. Si ce n'est pas ce matin, c'est demain matin. Bon, Donc c'est ccca-btp.fr. À partir de là, on entre sur tout ce qu'on fait, l'accélérateur pédagogique, les actions mobilité internationale, la campagne, la construction, le WinLab, l'évolution des métiers, RenoBoost, enfin tout ce qu'on peut pousser produire. C'est nous qui produisons les certifications aussi, un professionnel. À partir du site, vous avez une entrée sur tout. Sur tous les réseaux sociaux, 3CABTP, ce sont des pages à suivre. Et puis, sur le site, vous allez avoir une série de boîtes mail. Vous êtes intéressé par la mobilité, mobilité à 3CABTP. Vous êtes intéressé par la pédagogie, pédagogie à 3CABTP. Vous voulez rentrer dans la démarche alumni, alumni à 3CABTP. Et vous avez des gens qui vous répondent. On n'est pas très nombreux, on est 95, mais on traite toutes les demandes. Absolument. Et si on a des questions, parce qu'on a bien aimé ce que tu as dit et qu'on aimerait te dire merci ou te poser une question, est-ce que tu es réseaux sociaux, Oui, vous me trouvez sur LinkedIn? LinkedIn, ouais. Sur LinkedIn, j'y Ouais. suis. Sinon, toujours pareil, sur le site du 3CA, vous trouverez un lien pour la direction des politiques de formation. Posez des questions, Jacques-Olivier et il non, y aura traité. c'était passionnant. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à me le dire aussi, parce que si c'est des choses qui vous intéressent et que vous les renouvelez. En tout cas, j'aimerais bien le faire dans plusieurs secteurs pour et de réinviter ou de reprendre des problématiques dans chaque secteur. Jacques-Olivier, merci. Merci à Peut-être un toi. numéro 2. Je le conseille à tous les autres secteurs, Stéphane. C'est extrêmement agréable. Et puis, voilà, nous laisser la possibilité de parler de ce qui nous anime, c'est top, quoi. C'est top. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir.